Bonsoir, bienvenue, merci d'être là pour cette soirée consacrée aux éditions, c'est-à-dire l'atelier, c'est-à-dire animé depuis de nombreuses années par l'éditeur Emmanuel Janté. Merci d'être là, Manu. De ce côté-là de la scène, c'est pas si souvent, on te voit très souvent, mais de l'autre côté, merci beaucoup. Où nous allons parler des deux dernières parutions des éditions, c'est-à-dire Un simple républicain de Balobar à Fort-Calquier, récit d'une enfance provençale 1936-1980 de Raphaël Allègre. Merci d'être là. Merci. Et de Pupille, donc Un simple républicain qui est sorti en février. Et Pupille, Histoire des enfants de l'assistance publique des Basses-Alpes, 1874-1940, qui lui est vraiment tout chaud. Il est sorti il y a 3 jours peut-être. Écrit par Isabelle Grenu. Merci d'être là aussi. Merci. Deux textes qui ont en commun d'être hébergés par les éditions, c'est-à-dire, on va consacrer un temps pour chacune de ces parutions. Et s'il reste du temps, on interrogera Emmanuel sur son travail. Il en restera. si tu es sage. Oui, je le serai. Deux livres qui paraissent dans deux collections différentes, hein, on en parlera. On peut commencer par le livre de Raphaël. Ballon. Ah, c'est le ballon, ça va. Eh bien, oui, vous en parlez du ballon dans ce livre-là, mais Oui. est-ce que vous pouvez, donc, avant d'entrer dans vraiment l'histoire de cette famille, de vos parents, de votre fratrie, Oui. dans la matière qui commence en Espagne et qui nous amènera jusqu'à Fort-Calquier, est-ce que vous pouvez nous dire quand commence l'envie d'écrire cette vie extraordinaire? L'envie d'écrire. Oui, l'envie d'écrire ce texte-là. Ce texte-là. Ouais. D'accord, ça fait à peu près une quinzaine d'années, disons. Vous voyez que tout ça, je l'ai remémoré, quoi, disons. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu envie carrément, enfin, on m'a demandé d'en faire un livre, quoi, disons, carrément, parce que il paraît que c'était très intéressant. Bon, moi, je suis quasiment natif de Fort-Calquier. Mes parents c'était des républicains espagnols. Ils sont venus du temps où Franco, disons, les a rejetés d'Espagne, quoi, disons. Et ils sont arrivés en France, quand mon père a été dans le maquis de Lure. Et ma mère était à Saint-Étienne-les-Orgues, quoi, disons. Et j'ai eu un frère et une sœur, ma petite sœur qui est morte pendant la guerre d'Espagne, en 1936, que je raconte là, quoi, disons, vous voyez, tragiquement. Et ensuite, un de mes frères, un frère qui avait 3 ans, dans un camp de concentration avec ma mère, en France. Voilà. Est-ce que vous permettez que je lise ce bien passage? sûr. Oui. Donc là, c'est un passage qui est douloureux, qui a lieu pendant la permission de votre père. De mon père en pleine guerre d'Espagne. Il est blessé, il a le droit à une permission et il repart 2 ou 3 heures après. Ouais, c'est ça, obligé, ouais. En plein combat. Une permission de 3 jours lui est alors accordée pour sa blessure. Il peut rejoindre Balobar et enfin revoir ma mère et leur petite fille, qui a alors environ 6 mois. C'est leur premier enfant, elle est née quelques mois après le début de la guerre. Les 2 premiers jours se passent merveilleusement. Ma petite sœur est un rayon de soleil qui leur fait oublier la situation tragique de leur pays. Ma mère vient d'ailleurs d'annoncer à mon père qu'elle attend un second enfant. Le 3e jour, ils se préparent déjà au départ. Avec ma mère et le bébé, ils sont tous les 3 dans un coin de la petite cuisine de leur très pauvre maison. Le repas est en train de cuire, à même le sol, sur l'âtre de la cheminée. Ma mère donne le sein, ma petite sœur, et Ola. Mon père, qui prépare ses affaires et nettoie son pistolet, jette de temps en temps sur elle un regard de tendresse. Il appuie machinalement sur la détente. Une balle oubliée était restée enclenchée dans le canon. Le coup part vers le plafond. Dans cette toute petite pièce, la déflagration est énorme. Le bébé est en train de téter le sein et foudroyé, et ne pourra être réanimé. C'est la consternation. Mon père n'a plus que 2 à 3 heures avant de partir rejoindre son bataillon. C'est ce moment qu'a choisi le destin pour les frapper en plein cœur. Ma mère racontait que mon père, bouleversé, n'arrivait plus à dire un seul mot, ni même à pleurer, tant la douleur intérieure était immense.
Ça, c'est vraiment le tout début. Ouais, voilà, au début, disons qu'être en pleine guerre, quoi, disons. Hein. Ça, c'est en quelle année Ça, c'était en 36. Juste au début de la guerre, voilà, quand la guerre a commencé, en 36. Ouais. Et ça, à un moment donné, ma mère nous l'a raconté, quoi, disons, à la suite d'un problème qu'on avait eu. Elle nous a raconté ça, quoi. Parce qu'on savait qu'elle était morte, ma petite sœur, mais on ne savait pas comment, ils n'en parlaient pas. Mon père n'en parlait pas non plus, vous voyez. Ouais, ouais. Ah ouais. Enfin, même, je vais vous dire comment ça s'est su, parce que quand même, c'est terrible. Voilà. J'avais 18 ans, et je voulais prendre, disons, le permis de chasse, comme tous les amis de l'époque. Hein. Il y a 50 ans de ça que je vous parle. 60 ans presque. Et donc, mon père, pas question, je ne veux pas rentrer d'armes à la maison. Pas question, je veux pas qu'il y ait d'armes à la maison. On ne comprenait pas pourquoi. Alors, mes frères, qui étaient plus âgés, disent, mais laisse-le, tous ses copains prennent vers la chasse, laisse-le aller lui aussi. C'est pas... Mon père, non, pas question. Et puis, 2 jours après, bon, mais ça va. Si vous le... Parce que j'avais que 17 ans et demi, il fallait qu'il me signe pour que je puisse prendre le permis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sans son autorisation, je ne pouvais pas. Et donc, 2-3 jours après, mon père a dit, bon, mais ça va, allez, viens, je te le signe. On aurait dit que, tu sais, t'es embrouillé. Bon, allez, il prend le papier, il le signe. Moi, j'étais heureux, content comme tout. Je prends mon permis de chasse, je vais à la chasse, tout. Et ça passe bien. Et je rentre un jour, c'était un soir, c'est 5h30, 6h. Et j'avais mon arme, je commence à nettoyer mon arme. Parce que ce que je raconte là, on ne savait pas l'histoire de ma petite sœur encore. On ne savait rien. Rien n'avait jamais été dit. Je nettoie mon arme, mon père était en train de regarder sa télévision, là, je le revois encore là. Ma mère était sur la cuisine, tout tranquille là. Et machinalement, j'avais oublié une balle dans mon fusil. Ouais, incroyable. Hein. Et j'appuie, moi, en croyant au plafond, un bout de plafond. Et mon père, il se lève. Je le savais, il était fou. Mais moi, je ne comprenais plus parce qu'il me regardait. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. Hein. Je suis sorti en courant dehors. Hein. Je suis parti en courant, j'ai dit, il va me tuer. Enfin, je sais plus, je ne savais plus. Je suis parti, quoi, et puis le temps de rentrer, on a appelé mes frères, tout. On l'a calmé, il n'arrêtait pas de dire, je le savais. Bon, ça c'était vers le soir. Personne n'a mangé, tout c'était calme. Et le lendemain matin, parce que je suis rentré à la maison pour me coucher discrètement, ma mère m'a appelé. Elle a appelé mes frères aussi. Elle leur a dit, voilà, je vais vous dire pourquoi votre père ne voulait pas le fusil, ce qui est arrivé hier à Raphaël. Et elle nous a raconté l'histoire de notre petite sœur. Et sinon, on ne l'aurait jamais su. Hein. Elle était morte, mais on ne savait pas de quoi. Il a fallu que ça m'arrive, moi, 30 ou 40 ans après, vous voyez, pour qu'on sache ça. C'est incroyable, ouais, vraiment, c'est incroyable, que ça ait pu m'arriver. Ça m'a vraiment toujours bouleversé, hein, parce que, voilà l'histoire de... Voilà. Qu'on a su ça, sinon on ne l'aurait jamais su. Je n'aurais même pas écrit, parce que je n'aurais pas su. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est en 36. Ouais. Et en 39, ouais. C'est la retirade qu'on appelle, je veux dire, ils sont obligés de partir, puisque Franco, avec l'aide de Mussolini, d'Hitler, disons, ben, il remporte la guerre là-bas, hein. Il faut le dire, hein. Il remporte la guerre en Espagne. Donc, tout le monde arrive en France, énormément en France, et puis dans d'autres pays aussi, hein, disons. Et voilà, et c'est là où mon père rentre dans un... Il est incorporé sur la ligne Maginot, parce que là, la guerre n'avait pas encore éclaté à la France. Donc, en tant que républicains, ils sont sur la ligne Maginot, républicains espagnols, hein. Ma mère, dans un camp de concentration, en France, il y en avait, les débuts, quoi, disons, hein, où il y avait tous les vieux, toutes les femmes avec des enfants. Et donc, mon père... attends, et là, quand la guerre se déclare, disons, avec les Allemands contournent, comme on le sait, et ils font prisonnier tous ceux qui font prisonnier. Mon père, avec quelques-uns, réussit encore à s'échapper. Et là, il arrive à la démarcation et arriver ici. Et là, il réussit à retrouver ma mère, je ne sais pas trop comment, disons qu'elle était dans un camp, et ils vont à Gap. Ils arrivent à Gap. Voilà, ils arrivent à Gap, disons. Mon petit frère était mort aussi, quoi, disons. Et voilà, mon petit frère était mort dans le camp avec ma mère. De malnutrition, de maladie, il n'y avait rien pour le nourrir, il n'y avait rien pour le soigner. Ouais, dans la débâcle. Il avait 3 ans, je ne sais pas de quoi il est mort, il est enterré, je ne sais pas où. Ma mère m'a dit on l'avait enterré dans un endroit, dans un chemin, enfin voilà. C'était comme ça, hein. Et voilà, et c'est de là que, disons, ils ont réussi à se retrouver, ils sont montés à Gap, et là, ils ont à nouveau eu leurs 2 premiers enfants, 2 jumeaux. 2 jumeaux, ouais. Voilà. Et on les faisait travailler sur les chemins de partout, quoi. Il n'y avait pas encore la guerre qui avait éclaté, c'était encore Pétain, hein. Ouais, voilà. C'était encore Pétain.
il les faisait travailler les républicains et tout. Et ensuite, hop, la guerre éclate, disons, en 40. Donc, lui, d'en haut de Gap, il descend sur Malefougas, il descend avec ma mère, disons, et mes 2 petits frères. Et à Malefougas, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le maire de Malefougas était de la Gestapo. Il s'appelait Willis. J'ai tous les documents sur celui-là que j'ai réussi à voir. Il s'appelait Willis. Et quand il a su que les républicains arrivaient, il a commencé à les dénoncer. Il dénonçait les maquisards et tout. Les premiers maquisards, il les dénonçait. Et mes parents ont été obligés vite de fuir de Malefougas pour aller à Saint-Étienne-les-Orques. Ok. Et à Saint-Étienne-les-Orques, disons, il y avait le maire de Saint-Étienne-les-Orques, je me souviens plus bien de l'époque, je l'ai marqué peut-être sur le livre, je ne sais pas, et qui dit à mon père, au bout de quelques jours qu'il était là, écoute, je viens de te dire, parce que c'était un socialiste, ce Oui, type-là, vous le racontez. Ouais. je le raconte, voilà. Il lui dit à mon père, écoute, sauve-toi vite, parce que demain, 2 gendarmes de Saint-Étienne-les-Orques viennent te chercher. Oui. C'est le maire de Malefougas qui t'a dénoncé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le maquis dans l'Ure, Ouais. et là, ma mère reste toute seule avec mes 2 frères. Et là, les 2 gendarmes viennent sans arrêt le questionner ma mère, où est votre mari, où est votre mari? Et lui, il est dans l'Ure, il commence les maquis. Ok. Et c'est de là que dans le maquis, il rencontre un certain Gustave Lefebvre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à quelqu'un d'ici, de chez vous. Gustave Lefebvre. Dit Homer. Dit Homer, exactement. Parce que moi, quand j'étais gamin, mon père parlait toujours d'Homer, mais jamais ce nom, Gustave Lefebvre. Ouais. Parce que dans le maquis, ils n'avaient que des surnoms. Parce quand ils étaient attrapés, qu'il fallait qu'ils... Alors, ils disaient un surnom, mais ce n'était pas le nom. Donc, ils arrivaient à sauver le... Voilà. Et donc, voilà, il a fait avec ce Gustave Lefebvre. Ben, si quelqu'un s'intéresse, cherchez qui c'est. C'est un type qui a été formidable. Et il a tenté de tuer, disons, le chef de la milice de Manosque. Il est descendu avec il y avait un Espagnol ou 2, je ne sais pas si c'était mon père. Et quand il est sorti de ce milicien, le chef de la milice, eh bien, il allait le tuer, carrément. Hein, c'était le chef de la milice qui dénonçait tous les maquisards et tout. Il y avait sa femme qui était avec lui. Il a pris sa femme, il a pris un bouclier. Et là, il a eu un temps. Il n'a pas voulu tuer la femme, vous comprenez? Et lui, il en a profité. Il a passé un pistolet dessous. Il a battu Gustave Lefebvre. Il a tué. Ah ouais. Et c'est de là que les 1 ou 2 compagnons qui avaient avec lui ont réussi à se sauver. Et je ne sais pas, peut-être mon père, mais parce que mon père en a souvent parlé de ça. Oui. Mais bon, il se vantait guère, il parlait très peu. Voilà une histoire, disons, de tout ça, quoi. Ouais, c'est une des histoires que vous racontez. Oui, c'est l'histoire que je raconte dans ce livre. Mais à ce moment-là, vous n'êtes toujours pas né. Ah non, je ne suis pas né. Ouais. Moi, je suis né... Ouais, je suis le seul de mes frères. On est né 4, ensuite en France. Et je suis né en 47, moi. Et mes frères, 41 et 43. Ils sont nés. Ouais. Et donc, cette matière-là, vous l'avez entendue de vos parents, mais Oui. qui parlaient peu. Oui, de mon père. Et de mes comment parents. vous l'avez, comment vous avez retrouvé trace de tout ça, juste oralement? Non, les Par la traces, parole. disons, c'est des amis à moi, en discutant avec eux. Et ensuite, une fois, il y avait comme chaque année, sur Gustave Lefebvre à Manosque. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un le sait. Chaque année à Manosque, au mois de septembre, il y a pour un rappel de ce qu'il a fait cet homme-là, vous voyez. Et moi, j'avais peut-être 50 ans. Quand j'entends parler de ça, qu'ils vont me faire une manifestation, qu'est-ce que je fais? Je vais y aller, puisque je savais que mon père m'en avait parlé, vous voyez. Et donc j'y vais, et je regardais comme tous les gens qui avaient là. Il y en avait qui étaient sur des fauteuils roulants, il y en avait encore qui étaient là. Il parle de Gustave Lefebvre et tout et tout. Il y a quelqu'un qui s'approche de moi, là, parce que j'étais un des plus jeunes hein, de tous ceux qui avaient là, qui me dit, monsieur, je vois que vous écoutez là, vous avez l'air un peu pensif, là, ça vous dit quelque chose? Mais j'ai dit, oui, mon père a été avec Gustave Lefebvre. Ah oui, ah, d'accord. Comment il s'appelait votre père? Mais je s'appelais Allègre José. Allègre José? D'accord. Il part, il va voir je ne sais pas qui, quoi, disons, qui faisait partie. Ils reviennent, il me dit, monsieur, il faut que ce soit vous qui portiez la gerbe. Ça, alors, j'en revenais pas, parce que ce qu'a fait votre père avec Gustave Lefebvre, c'est quelque chose. Mais alors, vous voyez ce que j'ai appris comme ça? Ah ouais. Alors, il y avait un monsieur ou une dame qui était aussi sur un fauteuil roulant, et moi avec la gerbe, et elle aussi, vous voyez, ça m'a vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'attendais pas non plus à ça. Et voilà comment j'ai appris que mon père a fait ci, a fait là. Lui, il n'en parlait peu. Et j'ai porté cette gerbe que j'ai déposée à... Oui, allez voir maintenant ce qui est lié à ça. Et chaque année, il y a son truc de Gustave Lefebvre. Voilà, petit à petit, vous voyez que j'ai appris ici, j'ai appris là, comme ça. Voilà.
des vérités, quoi, disons. Hein. Et ça, c'est la première partie Oui. du Première récit. partie de mon récit. Et Ouais. la deuxième partie, c'est, on va dire, enfin, ce sont les chroniques de la vie à Forcalquier. À Fort-Calquier. Alors, moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que C'était comme la guerre des boutons, si on peut dire. Hein, ouais, parce que- c'est vraiment, ouais, la guerre des boutons. enfin, c'est assez étonnant de voir à quelques décennies Ouais. le changement d'une ville. Ouais. Vous l'avez vécu, vous le racontez là. Ah, moi, je l'ai vécu complètement. Et- Hein, étant gamin, hein, étant gosse. Il y avait beaucoup à l'époque, c'était les émigrés. Enfin, mon père, il ne voulait pas qu'on dise émigrés, réfugiés. Il tenait à ça parce que Ok. réfugiés, ça rappelle la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Jamais émigré, bon, réfugiés. Et il y avait les Italiens et les Espagnols surtout. Ok. Donc, ces gens-là, ben, après, les parents et tout, ils vivaient dans Fort-Calquier et tout, avec leurs enfants, et c'était des grosses familles. Et donc, automatiquement, et on était surtout dans le quartier de la Citadelle, là, vous voyez, tout autour, dans ces vieux quartiers, on habitait. Bon, Ça, c'est une photo rue du Voilà. collège. ça, c'est rue, oui. Non, oui, rue du Collège, exactement. Et où habitait un certain monsieur. C'est où il y a l'hôtel Astier de monsieur. Voilà. L'hôtel Astier de monsieur Berger Gervais. Il y a beaucoup de photos. Ah, il y a beaucoup de photos. C'est J'ai un mis travail- énormément de photos. C'est ma mère qui gardait toutes ces photos, vous voyez, de côté. Toutes ces photos, disons, de mon père aussi, vous voyez, un ordre de mission qu'il avait eu de la résistance aussi, Mhm. que j'ai fait un duplicata, vous voyez. Ordre de mission de mon père. Et là, c'est quand il y avait une photo aussi, et ça, elle a été prise à Malefougas. C'est le maire qui a fait prendre. Parce que je la voyais cette photo à la maison. Ils étaient pris de côté. Voilà ce que je veux dire, quand on prend une photo, on regarde. Et là, c'était bizarre de côté. Et là, c'est les gendarmes qui l'avaient pris de côté. Et j'ai su qu'après, que c'était par rapport au maire de Malefougas. Ouais. Alors, le maire de Malefougas, à la fin de la guerre, Mhm. mon père était dans le maquis. Il gardait 5 prisonniers allemands. C'était lui qui en avait le. Je raconte l'histoire de ces prisonniers allemands. Il y a une anecdote aussi sur ces prisonniers allemands. Hein. Et disons, ensuite, quand la guerre s'est terminée, les maquisards sont descendus sur Malefougas. Ils ont bloqué la route qui allait sur Saint-Étienne-les-Orgues, quelques-uns, et la route qui allait sur Sisteron. Ils ont réuni tous les gens de Malefougas sur là. Ils ont fait venir tous les gens de Malefougas sur la place du village. Ils ont fait venir le maire, sa femme, et ils les ont pris tous les deux. Ils les ont alignés sur le mur que quand vous passez la route, que vous descendez sur Sisteron, là il y a un mur. Ils les ont mis contre et ils ont tué tous les deux. Les maquisards ont tué le maire, vous voyez, parce que c'était de la Gestapo, vous voyez ce que je veux dire, à cette époque-là, hein, bon, on rigolait pas, hein, c'est dur de dire qu'ils ont tué comme ça, mais ils ont fait tuer tellement de maquisards que pour eux c'était, voilà. Et je raconte, et j'ai des preuves sur d'autres livres, d'autres écrits, hein, véridiques sur cette histoire-là, hein, de Malefougas et tout. Hein. Et tous les gens sont rentrés chez eux, et j'ai des attestations de gens qui ont dit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont dit sur Malefougas et tout. Hein. Ça, c'est d'autres écrits que je ferai. Voilà. Et ensuite, il est rentré, il est à Saint-Étienne-les-Orgues quand la guerre s'est terminée. Et un beau jour, mon père, il était à Saint-Étienne, il voit arriver ces deux gendarmes. Ces deux gendarmes qu'ils avaient réussi, disons, à s'esquiver, disons, vous voyez, qu'ils n'avaient pas réussi à l'attraper. Oui. Et tellement ils avaient une rancœur contre lui, ils sont venus pour le prendre, et en inventant une histoire qu'il aurait volé une vieille femme à Saint-Étienne-les-Orgues, qu'il avait volée. Il a voulu une montre. Et lui, il avait rien volé tout, mais c'était pour le prendre encore et le frapper. Ils l'ont frappé et tout, mon père. Hein. Et donc après, lui, il a vécu une haine, hein, je veux dire. Il a préféré partir. Et la dame, soi-disant, après, elle est venue, elle a dit non, mais c'est pas, non, c'est cette histoire, c'est pas vrai, non, on m'a rien volé. Vous voyez, c'est ça. Mm. Mais les gendarmes étaient venus pour se venger parce que juste avant la guerre, il avait réussi à se défiler d'eux, disons. Et je raconte que mon père a préféré partir. J'ai pas compris, moi, l'histoire des deux gendarmes qui viennent. Oui. Ils viennent arrêter. Ils viennent accuser, en sachant que mon père était revenu à Saint-Étienne-les-Orgues, les années du maquis. Ils sont venus avec la rancœur qu'ils n'avaient pas pu le prendre le jour où ils étaient venus en 42, vous voyez, 40, pour le prendre, qu'il arrivait de Malefougas, en tant que républicain espagnol. Ils voulaient le prendre pour le renvoyer en Espagne ou dans un camp de concentration. Vous voyez, voilà. Et comme il a réussi à partir avant, que le maire Saint-Étienne l'avertit, ils ont eu mauvaise, vous voyez, façon de parler ce qu'on dit. Et quand la guerre s'est terminée, ces deux gendarmes qui étaient toujours là, ils ont voulu attraper mon père à une excuse, parce qu'ils ont dû se faire,
je veux dire, par les hauts chefs de cette époque, ils ont dû se faire dire deux mots, hein, d'avoir laissé échapper, vous voyez, cet homme. Voilà. Et mon père a préféré partir à Saint-Étienne, parce que à l'époque où c'était à Ypres, il aurait pu les tuer tous les deux. Hein, je veux dire, non. Je veux dire, hein, il m'a dit, je préfère partir, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, je m'en vais. Tant pis, ils m'ont frappé, ils m'ont frappé et tout, mais je m'en vais. Et c'est là où ils sont arrivés à Forcalquier. Et là est né entre-temps, à Banon, quand ils étaient à Saint-Étienne, mon 3e frère. Oui. Voilà, qui est né à Banon. Voilà. Et donc cette deuxième partie se passe à Forcalquier. La guerre des boutons, on Oui. y est totalement. Totalement. C'est Ça se à passe. la Citadelle. Ah, c'est- oui, la Vous Citadelle. racontez des choses C'est vrai. incroyables. Ouais, ouais. Guerre de gang. Guerre de Gand, ouais, on se réunissait entre gamins, Au disons, du lance-pierre. coup, au lance-pierre, ouais. On se réunissait, puis bon, il y avait qu'on appelait la bande du bourguet, de la ville, quoi, disons. Bon, plus ou moins, c'était des enfants de commerçants, des enfants, des vrais Forcalquiériens, des vrais Français, comme on disait à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et nous, on était des étrangers. Bon, très bien. Mais c'est pas faire pour autant, hein. Attention, hein. Les rois de la Cita. Les rois de la Cita, ils sont là. Je les cite, il y a beaucoup qui sont plus là, malheureusement. C'est votre bande, ça? Ouais, ouais. Ah, non, non, pas toutes. Hein. Il y en a quelques-uns qui faisaient partie de là. Hein. C'est à l'école, ça. C'est à l'école. C'est pas ça. C'est une fausse- C'est à l'école, d'ailleurs, que justement, c'est là où on réglait nos comptes. Et à l'école, ah oui, ben, tu vas voir, ben, si tu es courageux, jeudi, ben, c'était le jeudi à l'époque, le jour de férié pour les enfants. Et le jeudi, maintenant c'est le mercredi, c'est le jeudi. Et donc, un beau jour, on a dit, on va leur donner rendez-vous là-haut. Et il y en a un qui dit, putain, mais à coup de lance-pierre, ils sont toujours plus que nous, on n'y arrivera pas. Donc, il y en a un qui a dit, ben, écoute, on va faire un lance-pierre géant. Ouais, un lance-pierre géant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il va couper un arbre carrément, il le fauche comme ça, il le coupe. On coupe on prend des lanières de pétrolette, je veux dire, de ce fameux un garde champêtre qui était ici, s'appelait Bastide. Jean-Yves, qu'il a bien connu, qui est quelqu'un de Forcalquier que vous avez là. Ouais. On l'appelait le cul tremblant. Non, le cul tremblant, c'était l'autre, c'était Monsieur Julien, Ah excusez-moi. non, moi c'était Il y en avait Bastide. plus. Le cul tremblant, c'était le Bastide. Tu sais, il ne montait pas sur son vélo. Alors, excusez-moi, mais on peut discuter de Ah ce oui, oui, Non, non, mais parce que là, le cul tremblant, je vais te dire, il avait un vélo qui était beaucoup plus grand que lui parce qu'il avait les jambes courtes. Donc, il faisait comme ça et c'était le cul tremblant. Voilà. Bon, basta, pas ça. Ouais. Je l'ai tellement connu, ce Bastide, et ce cul tremblant. Bon. Et ce fameux Bastide, eh bien, c'était lui qui, soi-disant, qui contrôlait, mais il contrôlait rien du tout, parce que nous, hein, lance-pierre, on y fauche les 2 roues de son vélo, quoi, disons. Hein. On y fauche les 2 roues, les lanières, Ouais. pour le gros lance-pierre. Et donc, on fait un gros cartable qu'on prend le cuir, et en avant. Et avec ça, on dit, bon, merde, on monte à la citadelle. Il y a un gros muret à la citadelle. Si un jour vous montez, là, avant de remonter sur le dessus, là, il y a un muret là. Et on le bloque sur ce muret, on le coince avec ci, avec là, parce que les autres attaquaient toujours au même endroit quand ils nous attaquaient. Et là, avec des grosses pierres en avant. Et ce jeudi-là, à l'école, on avait dit, vous n'avez pas le courage de monter, on vous attend, vous êtes des poltrons, vous êtes des minables, tout pour qu'ils montent. Hein. C'est un peu la haine qu'ils avaient. Et ils sont montés, et quand il y a l'attaque, et en avant, à coup de lance, et l'autre qui commence à mettre une pierre comme ça. Ouh, cette pierre, on aurait dit un boulet qui passait à travers. Pense un peu, les autres, quand ils ont vu ça, mais ils ont été terrorisés. Et il y en a un qui s'appelait M. Bonnefoy, qui m'avait dit à l'époque, il me l'a dit qu'il était encore vivant, le pauvre, il y a une dizaine d'années, il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, j'en ai pris une dans le ventre de tes pierres. Qu'il avait, il l'a pas tué, hein, mais enfin, on aurait pu tuer quelqu'un, mais ouais, c'était comme ça à l'époque en avant. Hein. Et on a réussi à prendre leur chef, parce que les autres sont sauvés en courant. Mais le chef, on y va, on monte, tu Il pars. était tout seul. Ouais, on l'a attrapé, on l'a attaché un peu à un arbre, on a commencé à lui dire tous les noms qui soient, tout ce qui s'ensuit, après, un coup de pied dans derrière, on l'a relâché. Il est redescendu à Forcalquier, on était les plus forts, on était les rois de la Cita. Parce que Citadelle, on l'a abrégé Cita, vous savez, voilà. Et ce fameux monsieur en question, il est même devenu maire de Draguignan, quand il a été majeur. Ouais, il est parti de Forcalquier, il est devenu maire de Draguignan. Ce monsieur, ce chef qui était, vous voyez, il était quand même devenu quelqu'un de... Vous l'avez chassé de Forcalquier. Non, pas chassé, non. Il est parti avec sa famille, son père, sa mère de l'époque, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et donc, la citadelle, c'était que ça, ces combats-là, et ça s'est terminé cette fois-là. On est tous devenus amis à la suite de cette qu'on avait gagnée. Cette bataille. Cette bataille, ouais. On se réunissait dans des grottes. Il y a des grottes à la citadelle que maintenant on ne peut plus y aller. Enfin, moi, je sais où elles sont. On a construit une espèce de grande maison grise là.
Et dans ces grottes, on se réunissait tous assis en rond, là. Et allez, et un de mes frères qui était plus âgé avec un autre, il disait, bon, il y a ci, il y a là, qu'est-ce que vous en pensez? Et filles et garçons, hein. Attention, il ne faut pas oublier qu'il y avait des filles, hein, aussi. Hein. Il y avait les filles Giraud, hein, Jean-Yves, tu vois qui je veux dire très bien. Elles avaient des noms, ces grottes. Hein. La grotte de Tarzan. La grotte de Tarzan, tu me l'as enlevé de la bouche. La grotte de Safre. Ouais, ouais. Oh là là, elles y sont toujours malheureusement. La Si grotte vous des pouviez les Hauts-de-Maître. voir, magnifiques. Hein. Ouais. Énormes, grandes comme ici. Tout en safre, creusé dans le safre. Ouais, ouais. Et là, tous les gamins, on se réunissait tout là, on était assis, et voilà, on complotait et tout. Ah, je vous jure, hein, moi c'est du vécu, hein, c'est pas du racontard, c'est pas possible. Hein. Mais elle était crainte, la bande de la Cita. D'ailleurs, il peut le. On Il y l'a a quelqu'un pris, là, hein, La bande écrivait. de la Cita, où ça me fiait. Hein. Ah ouais, ben ça me méfiait, ben tu sais. On mangeait pas tous les jours à notre faim et du coup on était. On n'allait pas manger ce qui était en face, je veux dire. Mais oui, c'est ça. Bon, on avait. C'est pas cannibale. Enfin voilà l'histoire, quoi, disons, de cette citadelle. Peut-être un mot sur la collection, Emmanuel? Il y a plusieurs collections chez C'est-à-dire. Oui. Ce texte-là est édité dans la collection 1000 mots chuchotés. Tu peux dire un mot de cette collection? Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, c'est une collection qui est dédiée à la mise en valeur de documents, d'écrits, documents d'archives en particulier, mais également de témoignages, avec toujours l'idée d'y apporter un éclairage critique et du moins de contextualisation. Donc ça s'y prête plus ou moins selon les types d'écrits, bien entendu. Donc quand c'est des documents d'archives, il y a tout ce travail de contextualisation, de compléments de recherche. Donc ça c'est plus en rapport avec l'ouvrage notamment d'Isabelle sur les pupilles notamment, avec une méthodologie bien précise. Pour les témoignages on va dire de récits de vie, récits vécus, c'est plus compliqué des fois d'avoir cet éclairage avec des notes, etc. Parce que ça risque d'alourdir le récit. Et souvent, dans ce qu'on a fait pour cet ouvrage-là, c'est qu'on a un petit texte, une postface un petit peu plus historique, qui permet de contextualiser sans apporter en fait un appareil critique qui s'apprête un peu le rythme d'écriture. Voilà. Pas à l'intérieur en note de bas de page, mais à la fin, il y a un petit cahier donc appelé en effet éclairage, Voilà, qui permet de recontextualiser notamment la guerre civile en Espagne, la retirada qui sont des jalons importants dans le texte. Dans le récit de vie de Raphaël, tout à fait. Et une bibliographie conséquente. Bien sûr, également. Est-ce que vous avez des questions sur le texte de Raphaël Allègre? Peut-être que ça viendra au fil de la soirée. Est-ce que, Raphaël, vous voulez rajouter quelque chose sur ce texte? On a évoqué pas mal de choses, mais... Le reste est dans le livre. Hein. Achetez le livre. Le reste est dans le livre. Quelques anecdotes que j'ai racontées aussi. Oui, il y a des annexes, Des notamment... oui, on peut dire un mot sur les annexes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces annexes? Ces annexes, D'où viennent disons, ces textes? oui, il y a, disons... c'est sur... attendez, parce que je me rappelle Les trucs de chasse. Les trucs de chasse, c'est quoi, disons, ouais. Dans les annexes, il y a notamment Oui, une petite... le bête chien tueur de lapin, Ah oui, tueur de lapin. le safari provençal, Ouais. Ça, c'est mon père. un blaireau allègre. Ouais, un blaireau, voilà. Un blaireau, là, que j'avais recueilli, disons, un petit blaireau, et que je levais, et que j'avais domestiqué. Okay. Il vivait chez nous et tout, et je le menais même dans ma voiture, assis à côté et tout. Ah ouais. Il y en a qui ne savaient pas ce que c'était qu'un blaireau, parce que je crois, le seul en France, il paraît qu'un renard, on a réussi à en apprivoiser. Mais des blaireaux, jamais personne. Hein. Ça, c'est une chose dont il était venu même le garde-chasse à la maison, qui m'a dit, monsieur, il paraît que vous avez un blaireau. J'ai dit oui. Il me dit, vous savez que c'est interdit d'avoir un animal. Mais il est dehors, hein, moi, il fait comme il veut, hein, il s'en va s'il veut. Alors, ils n'ont rien pu me... Et ce blaireau, ensuite, bien, il partait le soir. Il allait habiter en campagne, il montait sur la colline, il faisait ce qu'il faisait, j'en sais rien, et hop, il rentrait au petit matin, et il s'était élevé avec un de mes petits chiens que vous verrez, un petit fox, et il était amoureux de cette bestiole, mon petit chien. Milou. Milou, voilà. Et quand elle revenait, c'était On une le voit, femelle. c'est Voilà. petit à côté du C'est une femelle que j'appelais Julie, quoi. Je l'appelais Julie, hein, elle venait partout avec moi.
Et quand elle revenait au petit matin, elle rentrait pour dormir. Et lui, ben, amoureux comme tout, il montait dessus, il voulait à tout prix. Voilà. T'es Fleurette. Ouais. Et même, j'avais envoyé ça à un endroit aussi les animaux et tout. J'avais envoyé la photo. Ils m'ont dit, mais monsieur, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai ce que vous envoyez et tout? J'ai dit, je vous le certifie. Hein, voilà. J'étais passé sur le journal et tout. On venait voir. La bête et tout, hein, vraiment. Alors, bon, il était très amoureux. D'ailleurs, il y a les photos qui vont avec. Hein, je me suis Preuve s'appuie. voilà, hein, il y a- Un roman photo. voilà, roman photo. bien chroniqué Il était amoureux à mort. cette Et un beau romance. jour, elle descend, et au lieu d'aller se coucher dans une genre de trou cavé, quoi, disons, j'avais des oies, j'avais des oies, des canards. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un trou, elle avait envie de manger, je sais pas quoi. Elle rentre dessous, elle me tue tous les oies, tous les canards, elle me fait un massacre. Quand j'arrive le matin, oh purée, oh, quand je vois ce carnage, et elle était couchée tranquille dans un coin. Bon, je ne vais pas la tuer. Et j'ai dit, je ne vais pas la garder, hein, tant pis. Et je l'ai pris, et je l'ai amené pour la reperdre à l'endroit où c'est que je l'avais trouvée. Là, du côté de Pierre-Rue. Et je l'amène avec moi, avec le petit Milou, parce que sans lui, elle ne voulait pas y aller. Et donc, je prends ma 4L à l'époque que j'avais à l'époque, je pars dans les bois, à peu près l'endroit où j'avais trouvé, elle sort, elle part, je la laisse un peu partir, je prends vite mon Milou, vite, je rentre dans la voiture, et je m'en vais. Pour moi, c'est fini, j'ai plus de trucs. Quelques jours après, j'étais au boule, là, il y a un gars qui s'approche de moi, il me dit, mais tu n'avais pas un blaireau, toi, dans le temps? Ben, j'ai dit, oui, pourquoi? Il me dit, tu sais où il est, ton blaireau? Ben, j'ai dit, je l'ai lâché dans le bois il y a à peu près 15 jours, et ma foi, ben, ton blaireau, il est chez ma fille. Comment il est chez ta fille? Ben, ouais, il est chez ma fille. Ben, ça, alors, à la sortie de Pierre-Rue, il y a une campagne, ce blaireau qui était tellement domestiqué, il ne pouvait plus aller à sa vie sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il a recherché l'être humain. Donc, il a été, ce qu'on m'a raconté après, il s'est avancé dans la maison, le chien est venu pour le mordre, elle a foutu une raclée au chien, qui est parti. Les gens, quand ils l'ont vu, ils ont eu peur sur le coup. Et puis après, elle était là, ils ont donné un peu à manger, et chut, elle a fait un trou dans la cave, elle est restée là. Et c'est de là qu'il m'a dit chez ma fille, oh putain, j'ai dit, j'aimerais bien la voir. Alors à ma fille, j'ai dit, ben, si tu veux, on va la voir. Allez, on y va un soir, et avec le fameux Milou, pense un peu. Et le Milou qui commence à chercher, je siffle, d'un coup je vois une tête qui sort du trou. Comme ça, elle a reconnu mon sifflet, vous vous rendez compte? Elle est venue, mais alors elle était folle de joie. J'avais même de la peine parce que de la voir comme ça, mais c'est que on n'arrivait plus à partir, tellement elle voulait nous monter dessus, on nous avait retrouvés, vous voyez? Bon, alors on a porté à manger un peu plus loin, et puis on est parti. On a réussi à partir. Et malheureusement, carrément, jour après jour, elle est morte le jour où je l'ai trouvée, le même jour qu'elle est morte. Le jour où je l'ai trouvée, même jour, le même mois. Écrasée par une voiture. Comme elle était libre, elle partait dans la nature. Et une voiture y a tapé dedans, elle a réussi à rentrer quand même jusque chez ces gens-là, qui l'ont menée au vétérinaire, ils n'ont pas pu la sauver. Ils m'ont téléphoné pour me dire, Raphaël, ton blaireau, c'est fini. Et on l'a enterré comme une personne. On a fait une tombe. Enfin voilà, bon. Tout est là-dedans, la guerre d'Espagne et, Oui, voilà, ben, ça, c'est et le blaireau amoureux. Le blaireau, il y a d'autres- Tout ça, d'autres dans 15 euros. Merci, Pas un Raphaël. grand écrivain, j'écris comme je le sais, excusez-moi. Passons à cet imposant volume. En 2012, il me semble même que tu étais venu à la Carline pour le présenter. Tu avais fait publier, toujours aux éditions C'est-à-dire, Ces êtres intéressants et infortunés, les enfants trouvés des Basses-Alpes au XIXe siècle, donc entre 1804 et 1839. 1874. C'est que le 19e. 1809, ok. Et l'assistance publique était déjà au cœur de ce texte-là, près de 7000 enfants recueillis. Et sur ta lancée, la matière de ce texte-là, c'était... C'était des masters. C'était un des masters. Et là, c'est un travail qui est issu de ta thèse. Enfants de la faute, enfants du malheur, grandir sous la tutelle de l'assistance publique dans les Basses-Alpes durant la Troisième République. Ça, c'est l'intitulé de ta thèse que tu as soutenue en 2017. C'est ça. Dirigée par
Anne Carole qui signe une belle préface. Et c'est Jean-Christophe Labadie qui signe la postface, qui lui est directeur des archives départementales, des archives qui tiennent une grande place. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu peux... il y a plein de choses à dire sur ton travail. Est-ce que tu peux définir peut-être la 1874-1940, c'est pas tout à fait la Troisième République, mais c'est pas loin. Oui. C'est 1870. Pourquoi tu choisis 1874 et pourquoi cet intervalle t'a paru intéressant? Alors, j'avais commencé à travailler, donc je m'étais arrêtée aux portes de la Troisième République durant les masters. J'ai fait vraiment quelque chose de chronologique sur les basaltes, toujours le même cadre géographique, mais dans la chronologie. Et en fait, le 1874, c'est la première loi de protection de l'enfance. La Troisième République, c'est un moment où il y a une législation sociale importante envers l'enfance. Et c'est la loi Roussel, qu'on appelle la loi Roussel. C'est Théophile Roussel, qui était un médecin et un homme politique de la Lozère, qui a travaillé à cette loi qui obligeait à visiter tout enfant placé en nourrice, tout enfant de moins de 2 ans, par une autorité publique. Donc, on ne pouvait plus élever des enfants comme nourrices sans avoir le regard d'une autorité, que ce soit médecin ou inspecteur d'assistance publique. Donc, ça a été la première loi de protection. Donc, ça a été ma première borne chronologique. Et ensuite, 1940. Alors, en fait, j'ai étudié les dossiers principalement, c'est la matière principale de mon travail de thèse, les dossiers des enfants de l'assistance publique jusqu'à leur admission en 1923. Parce que ça me permettait, pour des enfants admis en 1923, de les suivre pendant leur tutelle jusqu'en 1940. Et 1923, c'est une autre loi importante qui est la possibilité d'adopter des enfants mineurs. Jusqu'alors, on pouvait adopter uniquement des enfants majeurs dans un souci patrimonial. Et là, pour la première fois, en 1923, des petits-enfants qui sont confiés à l'assistance publique peuvent être adoptés par des personnes, des couples principalement, qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Ok. Donc, pupille, est-ce que tu peux... Oui. Il y a vraiment une grande diversité de cas que tu décris. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu entends par ce terme pupille? Alors, pupilles, donc, ce sont des pupilles de l'État. En fait, ce sont les circonstances qui entourent soit la naissance, soit un moment de la vie de l'enfant durant sa minorité, qui font qu'un enfant n'est plus en capacité d'être élevé par ses parents, n'est pas en capacité d'être élevé par ses parents. Donc, ce peut être un enfant trouvé, comme on les appelle encore pendant longtemps, qui sont des enfants dont la naissance se fait sous le secret, donc qui n'ont ni père ni mère officiellement, qui ne sont pas reconnus par des parents, et puis des enfants abandonnés qui ont, eux, été reconnus par leurs parents, mais qui sont abandonnés parce que les circonstances ne permettent pas, souvent des mères seules, d'élever leur enfant, des orphelins pauvres qui ne peuvent pas compter sur un membre de leur famille pour s'occuper d'eux. Et puis, en 1889, une nouvelle catégorie d'enfants est créée, qui sont les enfants moralement abandonnés. C'est encore Théophile Roussel qui est d'ailleurs à l'origine de cette loi. Et là, c'est, comme le dit d'ailleurs Anne Carole dans la préface, elle dit... Finalement, l'assistance publique ne prend pas seulement en charge les enfants, elle en crée à ce moment-là. Elle crée des nouveaux pupilles puisqu'on retire la puissance paternelle, on peut retirer la puissance paternelle à un père et accueillir les enfants qui ont des parents, et par un jugement. Donc là, c'est encore une autre catégorie et qui accueille des enfants plus âgés en général que les enfants trouvés ou abandonnés. Et
Donc, bon, Donc, ce sont des pupilles de l'État. Hein. Ce n'est pas Exact. les pupilles de la nation Ouais. qui sont une autre catégorie de pupilles en lien avec la guerre de 14 et puis après, encore actuellement d'ailleurs, hein, avec les enfants qui ont des parents qui sont victimes d'un conflit ou d'un attentat, etc. Donc là, c'est vraiment des pupilles de l'État. et tu définis aussi qui sont les nourrices et les nourriciers. Ouais. Et les problématiques qui sont autour de ce statut. Quel est le statut de nourrice à ce moment-là? Mais un statut, est-ce qu'il y a vraiment un statut? En fait, ces enfants, on ne les place pas en orphelinat, on ne les place pas en institution. L'institution n'est pas le mode d'élevage des enfants de l'assistance publique, c'est le placement familial et rural qui prévaut. Donc, c'est important de le savoir parce que maintenant, il y a beaucoup d'institutions pour enfants, par exemple de l'aide sociale à l'enfance, mais à l'époque, ça n'existe pas. Et donc, il y a l'hospice dépositaire, un hospice dans chaque département qui peut accueillir les enfants. Souvent, entre déplacements, ils peuvent revenir à l'hospice, etc. Mais c'est toujours provisoire, transitoire. Ce n'est pas une solution pérenne. Et donc, les nourrices, la plupart du temps, alors il faut trouver des nourrices, surtout pour les nouveau-nés, hein, qui sont parfois ils ont, à la naissance, hein, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, il faut les allaiter. Il faut trouver des nourrices au sein pendant une longue période de cet espace-temps là, où on n'a pas de possibilité de stériliser les biberons, etc. C'est trop dangereux au niveau sanitaire pour les petits. Donc, c'est vraiment le nourrissage au sein qui est recherché. Et il y a des relais dans les communes. En fait, les maires, les médecins sont des relais pour dire à l'assistance publique, mais voilà, dans ma commune, j'ai une femme qui vient de perdre un enfant ou qui a élevé son enfant, qui est sevré, qui a quelques mois et qui pourrait prendre un autre nourrisson. Et puis, on voit au fur et à mesure de la période, les nourrices écrire elles-mêmes à l'assistance publique en disant, voilà, j'aimerais bien avoir un enfant d'assistance publique et pouvoir l'élever. Voilà. Donc, ces nourrices, parfois elles se mobilisent pour une fois, parfois on voit des nourrices qui ont l'habitude de prendre des enfants de l'assistance publique, hein, et au fur et à mesure de la période, évidemment, avec l'introduction du biberon au début du XXe siècle, on a par exemple le cas des veuves de guerre, hein, après la guerre de 14-18, il y a des veuves de guerre qui prennent des enfants de l'assistance publique, qui les élèvent au biberon, ou des couples un peu âgés aussi. Ça permet d'avoir un revenu complément aux petites fermes et structures du département. C'est salarié, ça n'est pas... on ne parle pas de salaire, on parle d'indemnité souvent, mais bon, c'est quand même... voilà, c'est un revenu intéressant pour les agriculteurs parce que c'est un revenu régulier et assez sûr. Voilà. C'est de l'argent. Oui. Et il y a un suivi des pouvoirs publics sur les enfants placés dans ces familles-là. Oui, alors il y a évidemment le même suivi que pour tous les enfants placés, parce qu'il y a beaucoup de familles qui plaçaient aussi leurs enfants en nourrice. Hein. Donc il y a le suivi avant 2 ans qui est le même pour tout le monde, hein, la loi Roussel. Et puis après, c'est l'inspecteur d'assistance publique qui doit visiter au moins une fois par an les enfants placés. Donc c'est important parce que par la loi Roussel et après évidemment avec les visites des inspecteurs, c'est la première fois qu'on rentre au domicile des gens. Hein. D'habitude c'était on se renseignait auprès du maire, le maire disait bon ben c'est bien, tel couple, tel foyer, ça va se passer bien, etc. Mais on ne rentrait pas. Là on rentre, on va ouvrir le placard, regarder le lit, est-ce que l'enfant a un lit à lui, est-ce qu'il ne dort pas avec la nourrice? Est-ce que le lit est propre? Est-ce que les habits sont bien tenus? Hein, parce qu'on donne des habits, donc il y a toujours une suspicion de l'administration
vis-à-vis des nourrices et des nourriciers. Hein. C'est toujours palpable. Hein. Il faut que, avant qu'il y ait une confiance vraiment qui s'installe, donc il y a toujours le sentiment que les nourrices ou les nourriciers vont chercher un petit peu à tirer avantage, si on veut, de la... Voilà. Donc, par exemple, pour les habits, voilà. Est-ce qu'on donne les tissus? Est-ce que c'est les familles qui font les habits? Est-ce qu'on leur confie des habits? Enfin, voilà, il y a beaucoup de discussions autour de sujets pratiques comme ça. Et il y a des enjeux spécifiques que tu décris par rapport à à ce territoire-là, pour aire géographique d'études. Quelles sont les spécificités? Est-ce que tu peux nous parler de la ZAD, qui est très peu peuplée? Voilà, oui. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique une difficulté à visiter les enfants, par exemple. C'est une vraie difficulté pour les inspecteurs, parce qu'on a un territoire quand même très vaste, pour une grande partie montagneux. On est à une époque où les inspecteurs n'ont pas de voiture, donc c'est à cheval, à dos d'âne ou mulet, à pied, hein, qui parcourent tout le territoire. Donc, trouver une nourrice, si la nourrice elle est vers Castellane ou vers Barcelonnette, ça devient compliqué. Donc, il y a un enjeu de rechercher des nourrices proches de Digne et d'essayer d'avoir les placements d'enfants près du centre de l'assistance publique. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième, un enjeu, mais qui est aussi national, hein, mais qu'on retrouve assez fortement ici, c'est d'ancrer des enfants dans un territoire rural qui est déserté depuis déjà de nombreuses années, hein, puisque la population décroît depuis le milieu du 19e siècle déjà, et donc de les maintenir à la terre, de les maintenir comme ouvriers agricoles, de les maintenir après peut-être comme exploitants, mais de les maintenir dans ce territoire à un moment où la jeunesse n'a qu'une envie, la jeunesse locale, c'est de partir. Donc c'est un enjeu qui dépense beaucoup d'énergie et avec assez peu de résultats finalement, parce que beaucoup de jeunes quittent le département dès qu'ils le peuvent, hein, notamment avec l'armée pour les jeunes hommes, hein, qui s'engagent dans l'armée et après ils ne reviennent pas forcément dans le département, ils restent à Marseille, à Toulon, dans les grandes villes attractives du territoire. Oui, il y a une forte... il y a les enfants placés qui s'engagent dans l'armée représentent un pourcentage plus important que les enfants qui n'ont pas été placés. Oui. Et tu en parles oui, aussi. Oui, c'est vraiment une attraction voilà, pour échapper à la condition d'ouvrier agricole. Hein. Ça, c'est vraiment, pour eux, c'est vraiment une porte de sortie. Pour les filles, c'est le mariage. Oui. Hein, beaucoup de jeunes filles se marient dans l'espoir de quitter la condition domestique, puisque ces jeunes, à partir de 13 ans, on les voue à la domesticité. Même s'ils ont eu le certificat d'études, ce qui était assez rare. Mais voilà, quel que soit leur souhait, finalement, c'est la domesticité et beaucoup la domesticité agricole. Hein. Donc, c'est un moyen d'échapper à sa condition. Et ça marche assez bien parce que, bon, on voit que, par exemple, par l'armée, ils accèdent à des formations. Donc, alors que l'assistance publique ne leur propose quasiment jamais d'apprentissage, on n'investit pas d'argent outre mesure. Après 13 ans, l'administration considère qu'elle a fait le travail, si on veut. Hein. On a réussi à échapper à la mortalité infantile, à beaucoup de désagréments qui peuvent arriver aux enfants. Donc, on arrive à 13 ans, bon, ben là, ça y est. Oui, le statut change légalement à 13 ans. Oui, à 13 ans, l'enfant, alors il est toujours mineur, il dépend toujours de l'assistance publique, mais il doit gagner sa vie. C'est quoi? C'est la mise en gage. Voilà, il est gagé. Il est gagé, tu parles de ça. Oui, oui. Donc ils sont gagés dans des fermes, hein, principalement. Et là, l'enfant travaille donc pour les agriculteurs. Hein, bon, c'est un travail qu'il connaît déjà, puisque les enfants placés, même tout jeunes, et les enfants des agriculteurs en général, la population agricole en général, travaillait de toute façon dans les fermes très tôt, très jeunes. Ils donnent la main, ils connaissent le travail, quoi.
et il perçoit des gages, donc un salaire, et ce salaire, en fait, il sert à l'entretien de l'enfant, il sert à la nourriture, il sert aux habits, il sert au logement chez les patrons, et il a une partie qui revient d'argent de poche, un petit argent de poche, hein, un sou de poche, et une partie est placée à la caisse d'épargne, qui est l'autre valeur montante de la Troisième République, hein, le travail et l'épargne. Et donc, épargner, c'est extrêmement important. Et voilà, Mais ils ne pourront y toucher que à leur majorité ou au mariage pour les jeunes femmes. Parce qu'à la majorité, la tutelle... 21 ans. Hein. C'est 21 ans. À l'époque, c'est 21 ans. Tu parles, tu parles d'énormément de choses, c'est très complet sur la question. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que il y a un style, il faudra qu'on parle du travail d'archives et comment tu l'intègres à l'intérieur du texte. Il y a beaucoup de retranscriptions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce travail-là? Dans la préface, Anne-Carole parle de frisson de l'archive. Ouais, Est-ce que tu peux nous communiquer ce frisson de l'archive? Oui. En fait, quand j'avais écrit le premier bouquin, je m'étais arrêtée vraiment au moment où on commence à constituer les dossiers individuels des pupilles, des enfants. Et donc, les sources étaient un peu plus administratives, plus la comptabilité, etc. On avait peu de matière avec de la chair, où on pouvait sentir vraiment les personnes. Et dans les dossiers individuels, en fait, on a de l'administratif, les procès-verbaux d'abandon, tout ce qui concerne la comptabilité, etc. Mais on a aussi énormément d'écrits. Alors, des lettres des mères qui abandonnent, par exemple, qui demandent des nouvelles. On a des écrits des enfants. On a des écrits des instituteurs, des médecins, des nourrices, des nourriciers. Tout un ensemble d'éléments qui sont un peu piégés dans ce dossier par l'administration elle-même et qui constituent une matière vivante très... dire que quand on passe des journées aux archives départementales à lire ces dossiers, parfois c'est prenant, c'est très prenant. Parfois on ferme le dossier, puis on va s'aérer un peu, boire un café et on revient après, etc. C'est quand même, c'est une matière vraiment passionnante, parce que on peut vraiment croiser les choses. Auparavant, qu'est-ce qu'on a? On a ce que dit l'administration, d'elle-même. Elle n'est pas très critique sur elle-même, sur son travail. Ça va toujours très bien, on fait très bien les choses, mais quand on rentre au cœur des écrits des uns ou des autres, là, évidemment, c'est une porte qui s'ouvre sur les raisons de l'abandon, quand ce sont les courriers des mères, sur les conditions de vie des enfants, sur les problèmes, les relations avec les nourriciers. C'est très important, ces relations avec les nourriciers. Les nourriciers ne sont pas seulement comme on disait, des mercenaires à l'époque. On dit mercenaires parce qu'ils sont payés. Mais être payé pour faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on fait cette chose pour de l'argent, uniquement. Il y a beaucoup de nuances. Bien sûr, il y a des nourriciers qui vont exploiter les enfants, ça se voit. Mais il y a des nourriciers, il y a des vrais liens d'attachement qui se créent. Et on le voit en 1923, l'adoption est permise aux couples ou aux personnes, parce que j'ai même un frère et une sœur, j'ai trouvé, qui adoptent leurs pupilles. Et donc, à ce moment-là, on voit des nourriciers qui disent nous, on veut adopter notre pupille. Donc, il y a des vrais liens qui se créent. Donc ça, c'est important, c'est intéressant de le voir, et ça, on le voit vraiment en rentrant dans les écrits des uns des autres, dans
le croisement des sources, comme il faut Là qu'on le faire. rencontre le frisson. Alors. Et c'est là qu'on rencontre le frisson de l'archive, oui. Oui, oui. Les petits dessins, des choses. Par exemple, c'est des choses tout à fait anodines. Hein. Par exemple, il y avait beaucoup d'histoires avec les chaussures des enfants. Et les chaussures n'allaient jamais, ou ils détruisent leurs chaussures sur les chemins, on imagine pour aller à l'école, hein, les chemins rocailleux, des kilomètres à pied, etc. Et donc, ils envoient, les nourriciers, des mesures. Alors, ils mesurent avec un bout de bois le pied de l'enfant et ils envoient à l'administration une petite mesure en papier avec la taille du pied de l'enfant. Mais quand vous êtes dans le dossier, que vous connaissez déjà un peu l'histoire c'est très émouvant, en fait. On a l'impression de voir le pied. Et puis après, vous avez l'année suivante ou 2 ans après, la même nourrice qui a pris puis on voit que le pied a grandi. Voilà, on est dans quelque chose de sensible. Ça, c'est juste un petit bout de la... C'est de pas la le blaireau amoureux, mais c'est les pieds. C'est un petit extrait de la postface de Jean-Christophe Labadie, donc directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Travailler sur des archives ressemble à bien des égards à un travail de bénédictin. Rien que pour les dossiers individuels des enfants assistés, consultés par Isabelle Grenu, ce ne sont pas moins la manipulation de 43 cartons d'archives pour les années 1864 à 1912, plus 46 autres pour les années 1912 à 1939, avec dans chacun des dizaines de dossiers, soit quelques mètres linéaires d'archives, la mesure des archivistes. Cette masse elle-même est une indication de l'étendue d'un phénomène et de sa réponse administrative. L'organisation matérielle de ces 2 blocs d'archives est elle-même un sujet de difficulté. Dans le premier cas, les dossiers sont classés selon l'ordre chronologique d'admission des enfants, tandis que dans le second, c'est l'ordre alphabétique qui a été adopté. C'est un frisson, mais c'est un vertige aussi. Après, on l'organise, hein, Voilà. ce vertige. Hein, Ouais, ouais. oui. On ne se laisse pas happer. On organise, il faut une méthode. Donc moi, j'avais opté pour... j'avais 805 dossiers en tout sur la période, là, entre 1874 et 1923, puisque c'est c'est l'admission, je m'étais arrêtée à 1923. Et donc, j'ai choisi d'en prendre 1 sur 3, par exemple. Parce qu'à un moment, on peut se dire, oh, je peux tout faire. 800, allons-y. Et puis, on commence à... Non, non, je ne vais pas y arriver. Moi, je travaillais à plein temps pendant que je n'ai pas eu de bourse. Donc, c'était quand même... il fallait que je... Sois efficace quelque part. Voilà, il fallait que il valait mieux se restreindre au départ et arriver à faire la recherche. Mais par exemple, sur l'assistance publique à Paris, du département de la Seine, Yvan Jablonka, qui a travaillé, qui a écrit un livre qui s'appelle Ni père ni mère, il avait 200 000 dossiers et il en a étudié 400. Voilà, donc la statistique passait un certain niveau, un certain seuil, ça sert à rien d'en faire de plus en plus, quoi. Enfin, en fait, quand on a un seuil statistique, ça permet on retrouve, et vous trouverez les mêmes choses en quantité, que vous en fassiez 1000 ou 200. Donc, moi, j'ai choisi ce modèle, et donc, donc 1 sur 3, voilà, ça m'empêchait d'avoir envie d'aller regarder dans tout, parce qu'on a un peu une espèce d'ambition de la totalité. Voilà. Et ça, on n'a jamais la totalité des choses, c'est pas possible. En histoire, c'est quasiment impossible. Manu, c'est pas tous les projets qu'on manipule une thèse de doctorat en histoire. À quel moment, toi, ton travail d'éditeur commence, et où est-ce qu'il se situe avec cette matière importante? Comment, toi, tu interviens là-dedans? Alors, la position de l'éditeur, son premier rôle, c'est d'être un intermédiaire en fait entre l'auteur et le lecteur. Et donc, dans un cas précis où il y a un travail universitaire qui est proposé, pour le rendre accessible entre guillemets à un lectorat, on va dire, de base ou non spécialiste, effectivement, il y a un travail
éventuellement de réécriture ou de concentration des données. Pour Isabelle, c'est comme, il y a quand même une qualité de départ, c'est effectivement une maîtrise de l'intégralité et surtout une manière d'écrire qui est déjà remarquable. J'ai eu d'autres cas dans d'autres projets d'édition où le volet universitaire avec un certain jargon, etc., même l'auteur, si on lui demandait d'être un peu plus pédagogue, il n'y arrive pas forcément et on se casse les dents. Là, pour Isabelle, déjà par elle-même, donc j'avais assisté de toute façon à sa thèse qui a été remarquée, une thèse excellente, etc. On était d'accord pour dire qu'il fallait, dans un projet d'édition plus grand public, il y avait une nécessité de reprendre un petit peu la matière. Mais Isabelle l'a fait directement, sans sourciller, sans protester. J'ai mis quelques années quand même. Voilà, Sans mais... protester. Non, c'est très compliqué parce que J'ai marronné un peu, mais... un auteur, il est, surtout quand il a fait une recherche très, très longue et puis c'est vraiment des mois, des années de travail, pour une thèse encore plus. Quand on arrive après en lui disant, là, la thèse a fait 600 pages, ce serait bien de le réduire au minimum d'un tiers, voire de 2 tiers, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Bon, on arrivait quand même à un volume, on ne pouvait pas faire moins, je pense, et avec l'idée de conserver cette mise à disposition d'un savoir, entre guillemets, scientifique, qui est le fruit d'un travail universitaire, mais qui garde bien l'équilibre en ayant vraiment cette vulgarisation scientifique qui fonctionne très bien. Et les 2 livres d'Isabelle sont vraiment tout à fait complémentaires et faciles à lire, vraiment faciles à lire. Moi, j'ai d'autres cas où, quand je lis d'autres ouvrages, le livre tombe. Ça peut être des ouvrages plus courts, mais l'écriture n'est pas limpide. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de citations quand même, Oui, tout à fait. d'archives. C'est ça, que je c'est le disais. début C'était de ta question. Oui, des frissons, c'était ouais. sur le style. Ouais. Sur le style, c'est important parce que c'est bon. Il a quelques jours, donc je n'ai pas réussi à le lire in extenso, mais Quand même. Hein. Ouais. J'étais obligé. J'ai dû dormir, mais vraiment, il y a une pudeur à manipuler cette matière, qui est une pudeur, j'imagine, d'historienne, mais quand on va vers aussi profondément dans un domaine comme ça, dans cette matière-là, ce sont des crève-cœurs aussi, ce sont des destins quand même très compliqués. Passer autant d'années avec une matière aussi certes intéressante mais douloureuse, comment on arrive à mettre à distance, comment on manipule cette matière sur le temps long? Qu'est-ce que ça produit? Ouais, bonne question. Tu as le droit à des jokers. Non, c'est vrai. Hein, bon. Après, je pense qu'on s'habitue un petit peu quand même. Hein, parce qu'au début, après, on prend de la distance, on met à distance. Oui, tout à fait. Et puis, on apprend aussi à connaître certains destins, certaines personnes. On s'appuie sur des repères aussi. Par exemple, sur les inspecteurs qu'on suit pendant 20 ans, c'est le même inspecteur. Donc, on finit par rentrer un peu dans leur façon de penser. On voit un peu les personnages qui font cette histoire, quoi. On ne se laisse pas que happer par le drame d'un enfant ou d'une mère, mais on voit, on prend un peu de hauteur, quoi. Ça, sinon, on ne peut pas travailler dans ces... Ouais. Je peux compléter, du coup. Je vais encore faire Bien sûr. un complément. Ce qui est aussi important par rapport au travail d'Isabelle, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle la dimension historiographique. En fait, un sujet, on l'aborde avec un arrière-fond, tout un ensemble de connaissances. Donc Isabelle le connaît parfaitement, vous verrez la bibliographie en fin d'ouvrage, c'est quand même assez impressionnant. On parlait de Jablonka, mais c'est Antoine Rivière, il y a plein d'autres auteurs. Elle arrive avec une méthode, mais aussi une connaissance, des comparaisons possibles, ce qui fait que la distance dont elle parle au niveau de l'archive
c'est assis sur un savoir qui est un savoir historiographique, qui fait qui peut être la différence, par exemple, d'un auteur qui va découvrir une archive et qui va plonger dedans sans recul. Là, au contraire, la recherche, elle est rigoureuse et elle s'appuie sur tout un background, on va dire, universitaire, historique, et ça évite justement des fois de trop aller dans je sais pas, le sentimental ou des choses comme ça. On peut voir dans certains ouvrages. Là, non, c'est pas le cas. Oui, éviter aussi le côté voyeuriste, parce qu'on rentre dans l'intimité des gens. Et ça, il y a un moment, c'est gênant. Hein, voilà, il faut arriver à trouver la distance pour pas trop en dire, pas trop le dire de façon, protéger aussi ces personnes. Quoi, ouais. Ouais. Ça, c'est important. D'où l'anonymisation complète, y compris pour des périodes plus lointaines où on aurait pu éventuellement donner des noms, mais on n'a pas souhaité du tout. Enfin, moi, j'ai gardé vraiment un anonymat quasiment pour les enfants, pour les parents et souvent pour les nourrices aussi. Ouais. Une question. Oui. Pour accéder au dossier, il y avait une autorisation à demander. Comment ça s'est passé? Oui, c'est une dérogation. Oui, parce qu'on ne peut pas... oui, j'étais sûre. Voilà. Finalement, oui. C'est après coup que c'est aujourd'hui que j'y pense. Oui. Je me dis, parce que on n'a pas forcément... C'est pas forcément très facile d'avoir un dossier comme ça. Non, moi, en fait, quand on fait une recherche, on a la possibilité de demander une dérogation aux archives nationales. Concernant, on liste les cotes d'archives auxquelles on souhaite accéder. Parce qu'en fait, il y a des données médicales, il y a des données juridiques, judiciaires, il y a la protection de la vie privée. Donc, non, on ne peut pas y accéder comme ça. Donc, voilà, j'ai une possibilité d'accéder pour... c'est des archives, c'est une série X, on appelle X, qui est l'assistance, en fait, la bienfaisance, l'assistance. Donc, et tout à l'heure, tu as parlé de la pression, disons, de l'administration sur les nourrices, enfin la surveillance en fait. Mais on peut compléter, c'est-à-dire dire aussi qu'il y avait une surveillance étroite des pupilles et une pression permanente pour leur montrer qu'ils étaient infiniment redevables à l'État d'avoir bien voulu s'occuper d'eux, et c'est très net ça. Enfin, oui. Et très lourd à porter après. Oui, sans doute. Moi, j'ai pas eu, dans les archives en tout cas que j'ai consultées, j'ai pas eu énormément de choses comme ça, d'éléments comme tu le racontes. Vraiment écrit, où on le voyait vraiment. Après, ça ne veut pas dire que ça ne se passait pas. Oui. Si ça a été écrit, c'est pas dans les archives. Voilà. Ouais, c'est pas destination des archives. Oui, si, c'est dans le dossier, bien sûr. Les échanges. Par contre, la reconnaissance écrite d'enfants vis-à-vis de l'assistance publique et vis-à-vis des inspecteurs qui sont quand même incarnés, parce que nous, dans le département ici, il y avait un inspecteur d'assistance publique. À certaines périodes, à partir de la fin du 19e, il y a aussi un sous-inspecteur, mais il y a 2 inspecteurs qui restent en poste plus de 20 ans. Donc ça veut dire qu'ils voient vraiment des enfants tout petits et puis ils les suivent, ils connaissent bien et réciproquement. Il y a des liens aussi qui se créent. On a des témoignages de lettres de l'inspecteur à des enfants très, très affectueux même. Donc ça, et il y a des lettres
au moment de quitter l'assistance publique, au moment de la fin de la tutelle, on réclame son livret de caisse d'épargne. Ça, c'est chaque pupille écrit en disant voilà, maintenant je veux récupérer mon pécule, hein, qui n'était pas négligeable d'ailleurs. Plus on avance dans la période, qui représentait quand même quelque chose. Et il y a parfois un petit mot de reconnaissance, souvent les jeunes filles d'ailleurs, qui écrivent quand même plus facilement que les garçons, qui ont plus cette habitude épistolaire, et qui remercient, disent ben, voilà, vous m'avez vraiment accompagné pendant toutes ces années, je vous suis infiniment reconnaissante. Enfin, on a vraiment des témoignages comme ça. Alors, est-ce que c'est peut-être, je sais pas, un topo, enfin une façon une stratégie peut-être pour rester en bon terme, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a des accents de sincérité en tout cas. Et donc, voilà, ça aussi, il faut le relativiser parce que dans cette histoire, il ne s'agit pas de distribuer, enfin dans le livre, je ne dis pas les inspecteurs d'assistance publique sont d'horribles personnages, les enfants sont tous magnifiques, voilà, et on ne distribue pas du tout de rôle. Hein, tout ça est vraiment très complexe et avec beaucoup de nuances. Voilà. Alors, en fonction de la date de ces dossiers, est-ce que tu as pu voir une évolution, comment dire, dans le regard porté sur ces enfants au sein du village, est-ce que ça a été de moins en moins stigmatisant? Comment est-ce que tu as observé les choses? Alors, stigmatisant, je pense que ça le reste assez longtemps. Surtout les enfants qui étaient nés de mères célibataires, hein, ça reste longtemps stigmatisant. Après, j'ai eu peu d'enfants finalement, 800 voilà, et j'ai eu en gros 200, presque 300 dossiers que j'ai étudiés. Et donc, j'ai pas pu dégager vraiment des chronologies très pointues. J'ai toujours été... l'histoire quantitative, quand on a peu d'éléments, voilà, c'est pas évident de... j'ai pas voulu trop affirmer dans ce sens-là, parce que j'avais pas assez de matière souvent pour dégager une chronologie, pour dégager vraiment quelque chose de sûr. Mais donc je me suis c'est plutôt le côté micro-histoire qui était une méthode, enfin qui était possible. Et est-ce qu'il t'est arrivé de trouver dans ces dossiers, glissés par l'inspecteur par exemple, une petite note concernant la période d'après la majorité de l'enfant? Quelque chose qui témoignerait d'une histoire un peu particulière ou de ce que l'inspecteur a fini par suivre, vraiment, oui. Même au-delà de la majorité, telle ou telle... Quelques-uns. J'ai eu, par exemple, une jeune femme qui s'est mariée et qui a demandé à l'inspecteur, donc c'était après la fin de sa tutelle déjà, elle était déjà sortie depuis peut-être 1 an ou 2, et qui a demandé à l'inspecteur de l'accompagner à l'hôtel. Parce qu'il n'y avait pas de père, donc c'est lui qui représentait, par délégation du préfet, mais enfin, il représentait une figure paternelle, hein, dans certains cas assez nettement. Par exemple, sur d'autres, c'est au moment de la tutelle où l'inspecteur dit surtout n'hésitez pas à revenir vers moi, même dans les années, enfin dans les mois ou les années qui suivent la fin de la tutelle, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez un problème. Il restait ouvert quoi, pour la suite. Peut-être inquiet, on sent hein, parfois l'inquiétude. D'ailleurs, par exemple sur l'utilisation du pécule, cet usage, même après la tutelle, il peut être gelé pendant 1 an ou 2,
où on attend de voir ce qui se passe. On a très peur, par exemple, pour les jeunes filles qui se marient, qu'il y ait une mainmise du mari sur le pécule de la jeune pupille. Donc ça, ça arrive qu'ils disent non, on ne vous donne pas votre pécule tout de suite, on va voir comment ça se passe avec votre conjoint, par exemple. Comment tu as regardé il y a quelques pages à la fin du livre et j'ai vu à un moment donné qu'il y avait une photo qui t'a été donnée par les descendants Oui. d'un pupille. Et est-ce que ça t'est arrivé souvent d'avoir comme ça une relation directe avec un pupille, plutôt ses descendants Les familles. et la famille, et comment s'est passée la prise de contact? J'imagine que tu leur as pas écrit en disant Non, ça c'est interdit. Voilà. C'était pas possible déontologiquement, Oui, c'est oui, pas possible voilà. puisque voilà. Donc je ne pouvais pas contacter des pupilles. J'avais dans ma thèse, j'avais vraiment un projet de mener des entretiens avec des familles de pupilles pour savoir comment s'était effectuée la transmission, qu'est-ce qu'on a transmis ou pas, et voilà. Et savoir comment eux, ils récupéraient ça et comment ils menaient des recherches. Donc j'avais eu des contacts à la sortie du premier bouquin. On avait fait quand même beaucoup de présentations dans le département. Et les gens viennent à la fin et disent, ben voilà, moi, ma mère, elle était assistance publique. Donc j'avais établi des contacts avec quelques familles du Qui avaient pris département. contact avec toi, c'est toujours. C'était eux qui étaient venus vers moi à la fin, et donc je leur avais dit voilà, est-ce que je peux vous recontacter, etc. Donc j'ai réussi à mener 3 entretiens. D'ailleurs, au début, j'utilise une phrase d'une pupille de la petite fille d'une pupille qui avait c'était intéressant parce que elle ne connaissait pas du tout le dossier de sa grand-mère, et elle a été demandée l'accès au dossier à l'aide sociale à l'enfance, qui est maintenant un droit, et elle a été accompagnée par une psychologue, et elle a découvert le dossier de sa grand-mère, et du coup, elle a vraiment, j'ai fait un entretien avant et un entretien après avec cette personne. Et elle me dit, j'y ai trouvé ce que je ne cherchais pas, je n'ai pas encore trouvé ce que je cherchais, je suis abasourdie, mais impatiente de continuer. Parce que ça a été fait en plusieurs sessions, en 2 ou 3 sessions, la lecture. Voilà, donc j'ai fait ces entretiens avec l'aide de l'université qui m'avait préparé, m'avait donné du matériel et puis un peu une méthodologie, puisque les historiens, on n'est pas tellement rampus à ce genre d'exercice, hein, c'est plutôt les sociologues qui font des entretiens, nous voilà. Mais je n'ai pas pu les utiliser parce que j'en ai eu trop peu. Mais sur ce cas c'est de la famille de Monsieur Lagier, qui est le premier pupille de mon corpus, comme on dit, l'ensemble des pupilles dont j'ai étudié le parcours. Et ce monsieur, il s'est trouvé que son fils est devenu instituteur et a écrit un livre qui s'appelle Instituteur des Basses-Alpes, et où il raconte une partie, et je lis ce livre qu'un copain me passe, et déjà Lagier, ça me parlait, mais bon, j'en avais déjà tellement que Et puis au bout d'un moment, je vois que il raconte la vie de son père, et du coup j'ai eu pas mal d'éléments dans le livre, et j'ai contacté la famille, mais là parce que c'était public déjà. L'histoire était publique. Souvent, il y a beaucoup de familles qui ignorent totalement qu'ils ont un parent ou un grand-parent pupille. Hein. Donc on ne peut pas faire attention. Hein. Et je me souviens plus, le pupille, à sa majorité, n'avait pas le droit d'accéder à son dossier. Il pouvait en faire la demande. Oui. Il y a à peu près 15% des jeunes qui demandent. Ils pouvaient faire la demande, souvent la majorité, la fin de la tutelle, le départ à l'armée, le mariage, enfin il y a des moments comme ça où ils se sentent légitimes pour interroger, mais l'assistance publique ne répond quasiment jamais. Ah non ? Quasiment jamais. Non. Alors, bon, déjà, tous les enfants trouvés, on n'a pas d'éléments.
ni père ni mère, parents inconnus, donc ils disent ben, on n'a rien, donc désolé, mais on peut rien te dire. Donc ils se cachent derrière, un peu derrière ça. Mais quand on connaît aussi les mères, ils disent la même chose. Ils disent ben, non, je peux pas, ta mère t'a abandonné, elle ne voulait plus de toi. Enfin, on a des lettres quand même assez brutales. Hein, on a l'impression qu'on veut couper net l'envie que le jeune peut avoir d'aller plus loin, quoi. Non, on est vraiment dans une culture du secret en France. Hein. On est vraiment... petit à petit, ça se détricote, on voit qu'on avance, hein, avec l'accès aux origines maintenant, avec le fait qu'on puisse aller voir les dossiers, etc. Hein, c'est pour la famille, bon, c'est important, pour les pupilles eux-mêmes. L'accès, voilà. Mais on est encore dans une culture du secret, ça c'est sûr. Et à ces époques-là, alors, on considérait quand même, globalement, que les parents qui avaient abandonné n'étaient pas des parents valables pour les jeunes. Il y avait quand même un jugement moral. Il faut se remettre dans un autre contexte. Hein. Donc voilà, les filles mères, comme on les appelait, c'était pas... Il valait mieux aller de l'avant et fonder sa propre famille, comme on leur disait. Voilà. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci pour ton livre, pour ton travail. Merci. Merci à vous trois. Je vous propose peut-être de poursuivre les discussions autour d'un verre. Manuel, le mot de la fin. Tu as quelque chose à rajouter? Non, je peux rien rajouter de plus. Hein. C'est magnifiquement lu. Donc... Merci. On va installer quelques tables avec l'apéro. Si vous voulez bien replier votre chaise et la mettre juste sur le côté et on les ramasse.